Vous avez aimé les chocs mentaux de la dernière fois? Ça tombe bien, aujourd'hui on est reparti pour parler de 10 dessins animés moyennement connus. Je rappelle juste que tout ça c'est mon avis, peut-être que vous les connaissez, peut-être pas, on est juste là pour s'amuser. Bref, on perd pas de temps, vous connaissez le concept maintenant, alors c'est parti. Il y a étonnamment peu de séries animées occidentales qui ont comme contexte la médiéval fantasy, en tout cas pas autant qu'on pourrait le penser. Et les quelques exemples sont principalement des séries humoristiques. Oui bon d'accord, il y a des exceptions. C'est vraiment dommage parce que le folklore médiéval est assez riche, notamment avec les légendes arthuriennes. Surtout que quand les enfants se lancent dans des jeux de rôle, c'est souvent pour jouer au chevalier, à la princesse ou à la fée. Le genre est plus exploité du côté des longs métrages, notamment chez Disney, et les animés japonais, mais sous un angle plus adulte. Parmi ce qui était diffusé chez nous, celui qui m'a le plus marqué, c'est Pépin 3 Pommes. Une série franco-française diffusée à partir de 1999 sur France 3, dans Midi les Zouzous, et sur TJ, la chaîne où je l'ai découverte personnellement quand j'avais 4-5 ans. On y suit les aventures de Pépin 3 Pommes, courageux chevalier qui découvre le monde et qui veut le comprendre, comme le dit si bien le générique. Pépin 3 Pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre. Prince héritier du royaume, il a décidé de parcourir le monde en tant que chevalier pour effectuer 1001 prouesses. Il a évidemment des acolytes à ses côtés, Picagnier le fou du roi et Grosbec le cuisinier du château. Dans la plupart des épisodes, ils vont venir en aide aux habitants du royaume, découvrir des lieux où combattre des monstres classiques de ce genre d'histoire, sorcières, dragons, etc. Ces pas le ramèneront tout de même souvent chez lui car le seigneur prince sans rire convoite le trône et que Pépin, lui, convoite sa fille, la princesse Amandine. Mais notre antagoniste est trop occupé à échafauder des coups d'état avec ses deux comparses, Galimatias la sorcière et Mordicus l'alchimiste, pour réaliser que sa fille le trahit régulièrement pour aider Pépin. En vrai, c'est une très chouette série pour enfants, il y a de l'action, de l'humour, de l'aventure, et encore une fois, c'est pas si courant que ça d'avoir comme cadre de la pure médiéval fantasy. Le style visuel est très européen, loin des standards américains de la même époque. Les personnages sont colorés et un peu caricaturaux, mais ça a beaucoup de charme. Il y a quand même quelques trucs qui m'ont profondément marqué. Je crois notamment qu'il fait partie de ces dessins animés qui m'ont fait croire que les sables mouvants allaient être un problème récurrent dans ma vie. Alors que, bon, a priori t'as plus de chances de mourir en glissant dans ta baignoire. Je me souviens aussi d'un épisode où Pépin s'évanouit suite à une chute et s'imagine un monde dans lequel tous ceux qu'il aimait sont devenus hostiles et inversement. Malheureusement c'est un épisode de la saison 2 qui est très compliqué à trouver. Même dans les DVD disponibles, il n'y a que la saison 1. On est peut-être en face d'un cas de Lost Media. J'ai pas grand chose à dire de plus, ça reste une série épisodique sans grande prétention, mais ça aura au moins eu le mérite de m'introduire au monde des chevaliers et des dragons. C'est clairement le genre de vieux dessin animé où certains vont dire « Ah mais oui, bordel, Pépin 3 Pommes, OMG les souvenirs !» Donc ceux qui se sont dit ça, écrivez exactement cette formulation en commentaire. En attendant, on passe au prochain, mais tout d'abord... Mes amis, cessez là vos querelles. Voici le château du seigneur Anselme. Je suis occupé pour l'instant, Francky. Occupé à faire quoi? J'attends le courrier. On doit me livrer un nouveau jeu vidéo que j'ai commandé. Chérie, je peux avoir 5 $ pour la visite guidée avec le casque? Ah, son courage, toujours son courage. C'est ridicule à la fin. Non, pas ici. Regarde plutôt par là. Voilà de quoi transformer le plus minable canasson en fringant pur sang. Merci d'être venu. Vous tombez à point nommé, les filles. Savez-vous, cher ami, que mon fils s'est engagé dans la course? Oh, l'andouille, le fils de... En ce qui concerne le baiser de la douce Amandine, je crois que grâce à son courage, Pépin lui aussi l'a bien mérité. Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez. Ça ne sera pas facile. Tout le monde pense que vous êtes responsable du mal qui affecte Gontran. Ce que c'est beau, toutes ces lumières. On s'amusait bien tous les deux. Dommage qu'il ait abandonné. Pépin, Pépin, tu te rends compte? Pour le vainqueur, son poids en confiserie. Bon, laisse-lui 10 secondes. Une fois ce temps écoulé, tu reprends le contrôle. Alors là on est sur du parfait matériel à choc mental. J'ai personnellement découvert cette série enfant alors qu'il était assez tard dans la soirée. J'étais dans cet état de fatigue où tout ce qui se passe sous tes yeux a l'air d'être un rêve fiévreux. Et pourtant l'épisode que j'avais regardé est resté gravé dans ma mémoire. C'est des années après où je me suis dit mais je me souviens d'un épisode de dessin animé où il se passait ça. Mais impossible de me souvenir du nom de la série. Et c'est il y a pas si longtemps grâce à une vidéo de ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne que j'ai reconnu Wunsch Punch. Mais alors du coup de quoi ça s'agit? C'est une série franco-germano-canadienne diffusée à partir de 2000 sur Fox Kids et TF1 et adaptée d'un roman de l'auteur allemand Michael Ende. Le nom original de l'œuvre étant ça. Der Satan archäologenialkohöllische Wunschpunsch. Non attendez, vous savez quoi? Je vais me mouiller. Der Satan archäologenialkohöllische Wunschpunsch.
Il est inutile d'applaudir. Bon, alors... Qui a été traduit dans la version française du livre en La Satane normale efficace à s'infernale potion du professeur Laboulette, mais simplement Wunschpunch pour le dessin animé. C'est l'histoire de... De quoi déjà? C'est une histoire de sorciers très bêtes et méchants qui jettent des sorts maléfiques sur tous les vivants. Ah oui, c'est ça. On suit l'histoire de deux sorciers, Bubonic et Tyrannia, qui sont sommés par les instances infernales de faire leur boulot de méchants. Ils doivent impérativement lancer des sorts sur les habitants de leur ville pour rendre leur vie infernale. Sans quoi, un cafard humanoïde du nom de Maledictus Maggot, Monsieur Maledictus Maggot, je vous prie, pas de familiarité. une sorte d'inspecteur des enfers, viendra les faire payer. Et pour lancer leurs sorts, ils utilisent un mode opératoire particulier qui est le... La quoi déjà? Ah oui, voilà, l'éponyme potion qui permet de maudire les habitants. Pour ce faire, les deux sorciers exécutent un rituel qui implique des ingrédients souvent symboliques pour le sort, une chanson et une formulation particulière. Et pour que ce sort répande l'enfer, répétons la formule à l'envers. Une scène qui revient à tous les épisodes sans exception, et on pourrait se dire qu'ils vont en profiter pour recycler l'animation. Et bah pas du tout. À chaque fois c'est différent, les ingrédients, les paroles, les danses, les tenues de Tyrannia, etc. Une fois le rituel fini, le sort est lancé sur la ville et va interférer avec la vie des habitants. C'est toujours un maléfice qui va les emmerder mais sans que ce soit mortellement dangereux. Créer des bouchons infinis, faire en sorte qu'une file d'attente ne s'arrête jamais, créer des clones, donner vie à l'électroménager. Mais du coup, si les deux sorciers doivent lancer un sortilège à chaque épisode, c'est bien que quelqu'un les arrête. C'est là qu'entrent en jeu nos deux héros, Jacob et Maurizio, les animaux de compagnie des deux malotrus. Leur but va être de secrètement prendre connaissance de la nature du sortilège de leur maître pour pouvoir le contrer en résolvant une énigme. Sans quoi, le maléfice deviendra permanent sous 7 heures. Jacob est un vieux corbeau sage mais un peu aigri, alors que Maurizio est un jeune chat plus instinctif et impétueux. On a donc une dynamique de buddy movie sur fond d'urgence imposée par un timer, ce qui crée une sensation d'enjeu assez efficace. Les deux protagonistes ont des visions à la fois opposées et complémentaires sur comment résoudre l'énigme du jour, et c'est souvent la combinaison de leurs caractères qui permet de rétablir la situation. C'est aussi un moyen très malin d'impliquer le spectateur qui peut essayer en même temps de résoudre l'énigme, même si la solution est parfois un peu farfelue. Évidemment, ils arrivent à inverser le sortilège au dernier moment, ce qui cause le mécontentement de Maledictus Maggot, Monsieur Maledictus Maggot, je vous l'ai déjà dit. qui condamne les deux sorciers à un tourment adapté. En bref, une très bonne série plus riche que ce que sa direction artistique pourrait laisser présager, et j'espère qu'elle vous aura causé le même choc mental qu'à moi. Je ne sais pas pourquoi tu persistes à te regarder dans le miroir. Ton reflet sera toujours aussi moche que toi. Miroir, miroir magique au mur, ne suis-je point le divin monarque d'un royaume prospère et pur? Nous finissons tous par retourner au sable. Je suis crevé, Bubonic. J'en peux plus avec tous ces embouteillages. Vous n'avez aucune chance. Je suis Maïev Chantelombre. Et nos maîtres devraient avoir fait les courses depuis longtemps. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Ce sont des particules bien réelles, mais dont on sait très peu de choses. Votre attention, s'il vous plaît. Exceptionnellement gratuit pour les 100 premiers heureux clients. Ouais, mais moi ça me plaît pas du tout ça. On aura des problèmes très graves si jamais quelqu'un tombe malade. On a tendance à sous-estimer l'ampleur de la licence Megaman. En comptant la série principale et tous les autres dérivés, on arrive à 143 jeux. Pour vous donner un ordre d'idée, la licence Mario c'est environ 250 jeux, mais on parle de Mario là. C'est vous dire à quel point Megaman, ou Rockman de son nom original, est populaire au Japon, et à quel point dans le reste du monde on a récupéré une partie infime de ce qui est sorti. Personnellement en termes de jeux, j'ai surtout joué au Megaman X et Megaman 0 sur GBA et DS. D'excellents action platformers d'ailleurs que je vous recommande si vous connaissez pas. J'ai aussi beaucoup joué au Megaman Battle Network, des sortes de tactical RPG qui prennent place dans une continuité différente, et qui a ensuite été adapté en un animé du nom de Megaman Anti-Warrior. La série a été produite par le studio Xebec et diffusée à partir de 2002. L'histoire se déroule lors d'une année non identifiée du 21e siècle, dans un futur où Internet est devenu un monde virtuel à part entière, que les utilisateurs peuvent explorer grâce à des avatars indépendants, les NetNavi. Le bon fonctionnement de la société dépendant de ce monde, celui-ci est régulièrement la cible de criminels qui veulent le contrôler. Notre héros, Lan Ikari, un jeune nerd de 11 ans, et son NetNavi Megaman sont chargés avec leurs amis de contrer ses attaques. Ce qui inclut évidemment des combats entre NetNavi, reprenant certaines mécaniques des jeux avec les équipements et les techniques. C'est typiquement le genre d'animé japonais que vous pouvez retrouver sur Fox Kids. Un shonen à la Digimon ou Beyblade, où on suit une bande de jeunes qui ont chacun leur partenaire pour faire des combats. C'est peut-être ce côté partenaire de combat qui a donné un regain de popularité à Megaman en Occident. Ça leur approche des grosses licences facilement marketables comme Pokémon. Et je dis pas ça négativement, je trouve la série vraiment bonne pour ce qu'elle est. Les combats sont stratégiques, les chara designs sont cool, et la relation entre les héros et leur NetNavi est vraiment prenante. Le contexte de l'animé est aussi très intéressant. En 2002, Internet c'est encore tout frais, et c'est toujours intéressant de voir comment la fiction imaginait comment le média allait évoluer dans le futur. Cette représentation où chaque donnée est métaphorisée par un personnage rend le tout très ludique. On se croirait un peu dans Il était une fois la vie version numérique.
Personnellement, ça a été ma porte d'entrée à la licence Megaman, et rien que pour ça, grand respect. J'ai failli y arriver, j'ai vraiment tout fait pour être à l'heure aujourd'hui et j'aurais réussi sans ce bonhomme avec 6 cartes. Tu croyais que ça allait me faire mal peut-être? Je suis très costaud et c'est pas avec ça que tu réussiras à me battre. C'est la plus belle fête foraine qu'on ait jamais eue. Tu ne trouves pas, Mirou? Il y a peut-être un indice encodé quelque part dans les données du mur qui pourrait nous aider à trouver le mot de passe. Il m'énerve. Je sais pas ce qui me retient de UA, une espionne. Et puis quoi encore? Enfin, ce n'est pas notre problème quand même. Qu'il fasse une pétition auprès de l'école. Bon là, on va arrêter de rigoler 2 minutes. C'est bien gentil les dessins animés pour enfants, mais là on va aborder une série plus mature, avec des véhicules puissants, des gadgets, des missions dangereuses, des civils menacés par des volcans et des dinosaures. On va parler des sauve-tout. Bon, si tant est que j'avais un peu de crédibilité à vos yeux, je pense qu'avec cette entrée, c'est terminé. Mais c'est un des dessins animés pour enfants que j'ai le plus regardé quand j'étais petit, et j'espère qu'il y a d'autres gens dans les commentaires qui viendront me back-up là-dessus. Bon, on est clairement sur du dessin animé d'éveil dans le style de Bob le bricoleur ou Pas de patrouille. Des civils ont des problèmes, et le ou les héros suréquipés vont les aider. Les éponymes sauve-tout, composés de Jazzy, Berlingo, Caboche, Aikido et évidemment la goat Luna. Ah oui, il y a le bébé avec la tête de ballon de rugby et les peluches qui servent à rien. Dans chaque épisode, ils sont en train de chill dans leur Stark Tower jusqu'à ce qu'un des habitants vienne les contacter sur un écran géant. Il leur expose alors leurs problèmes de voisinage quelconque. De là, ils vont décider quels membres vont partir en mission et avec quel véhicule, ce qui donne différentes combinaisons à chaque fois. Alors évidemment, la séquence de départ est un prétexte à recycler l'animation, mais il faut bien qu'on ait de beaux plans sur des véhicules pour vendre des jouets. En parlant d'animation, bon... Ok, on est au début des années 2000, mais on est vraiment sur le strict minimum en termes de 3D. Les textures sont... Mais on va dire que les chara-designs sont intéressants. Surtout Luna. Grâce à leur ingéniosité, les sauve-tout règlent le problème, tout le monde est content, et voilà. Au moins, ça transmet de belles valeurs aux enfants, notamment le fait qu'il faut utiliser son cerveau et le travail d'équipe. Finalement, on est peut-être sur le prime du shonen Neketsu. Et on pourrait presque y croire, il suffit de mettre la version japonaise. Parce que oui, étonnamment, les sauve-tout se sont exportés dans de nombreux pays. De base, c'est une production nord-américaine, mais elle s'est exportée en Espagne, en Italie, en Chine, au Maghreb, etc. On va pas y passer plus de temps, je sens qu'on a passé un peu trop de temps sur des émissions pour gamins, alors promis, le prochain sera bien edgy. Petit mais très malin. Croyez-nous. C'est bon, je l'ai. Vert, ça ouvre. Chez moi, sur ma planète, ces explosions signifieraient que les Gordanians attaquent. Tu es certain que la Terre n'est pas en train d'être attaquée? Inspirez profondément, tendez en douceur vos bras vers le ciel et étirez votre dos. Je suis le robot le plus fort qui existe dans cette galaxie. Je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Je n'arrive pas à comprendre cette préoccupation pour tes origines. Est-ce que ta véritable identité ferait l'objet de quelque obscur secret? Évidemment, qui ne le connaît pas. Ce monsieur Icebark, celui que vous cherchez à rencontrer, n'est autre que le maire de Water Seven. Bon, je pense que c'est pas utile de présenter les Looney Tunes, c'est des classiques de l'histoire du cartoon. Encore aujourd'hui, ça se regarde sans problème tellement c'est bien animé et inventif. En presque un siècle d'existence, ils ont connu différentes itérations et se sont invités dans bien des œuvres. Et une de ces versions a été grandement décriée à l'époque de sa sortie en 2005. Une série animée qui laissait tomber le cartoon pour quelque chose de plus moderne qui se destinait aux adolescents, les Lunatics. En l'an 2772, une météorite heurta de plein fouet la planète Acmétropolis et la dévia de son axe. Cette collision cosmique libéra des forces surnaturelles et donna naissance à une nouvelle génération de héros, les Lunatics. Chaque héros est le descendant lointain d'une des icônes des Looney Tunes et possède différents pouvoirs qui ont un rapport plus ou moins direct avec leur ancêtre. Ace Bunny, le leader du groupe, est un descendant de Bugs Bunny et possède une vision améliorée, des rayons optiques et une agilité accrue. Il garde de son aïeul un ton cynique et sarcastique mais sait se montrer sérieux quand il faut. Quoi de neuf, docteur? Lexi Bunny est la descendante de Lola Bunny. Comme son ancêtre, elle a un côté à la fois fort et femme fatale. Fan de musique, de jeux vidéo et de mode, c'est la seconde en chef de l'équipe. Ses pouvoirs incluent une ouïe surpuissante ainsi que des rayons d'énergie. Danger Duck, le descendant de Daffy, est pour le coup très semblable à son ancêtre. Il est arrogant, de mauvaise foi et chaotique, ce qui lui vaut d'être moqué par ses collègues mais attise en contrepartie la sympathie du spectateur. Ses pouvoirs sont des sphères à impulsion aléatoires qui sont concrètement des boules d'énergie de différents éléments mais qu'il ne peut pas choisir. Peut-être une référence au côté chaotique et malchanceux de Daffy. Il
Il peut également se téléporter, peut-être cette fois un rappel au bec de Daffy qui peut se déplacer quand il se fait tirer dessus. Slamtaz, descendant du Taz originel, a comme son ascendant des difficultés d'élocution et favorise la force à la réflexion. C'est le tank de l'équipe, il peut se transformer en tornade et manipuler la foudre. La référence est cette fois assez claire. Enfin, les deux derniers et pas des moindres, Tech Coyote, descendant de Will Coyote, l'ingénieur du groupe qui manipule le magnétisme, référence à son utilisation d'aimants géants dans le cartoon original, et peut se régénérer, référence à toutes les fois où il finissait blessé. C'est le cerveau du groupe avec son duo Rev Runner, le descendant de Roadrunner alias Bip Bip. Sans surprise, son pouvoir lui vient directement de son ancêtre, une vitesse ahurissante en plus de pouvoir analyser la position d'éléments dans l'espace, ce qui lui permet de voir légèrement dans le futur. Contrairement à leur modèle, ils ne sont pas ennemis mais meilleurs amis. Tout ce petit groupe vit ensemble et combat divers super vilains puisque logiquement ils ne sont pas les seuls à avoir été irradiés par la météorite. À sa sortie en 2005, la série a subi un certain backlash de la part du public américain. Les gens trouvaient que ça dénaturait trop les Looney Tunes originaux, quand bien même il y a plein de versions différentes de ces personnages. Pourtant, on met bien en évidence que ce sont des descendants et pas les classiques. En France, la série n'a été diffusée qu'à partir de 2008 et est passée relativement inaperçue. Pour ma part, je trouve ça vraiment cool et je comprends pas la haine que s'est pris cette série. Je trouve que c'est une sorte de what if sympathique, ça change de d'habitude. Je suis peut-être biaisé par mon amour des super-héros, mais objectivement Lunatics a des bonnes qualités. La direction artistique est audacieuse, on garde un chara design très cartoonesque mais sublimé par ce mix de noir et de couleurs néon. Et encore, le projet de base devait être encore plus sombre avec des chara design vraiment agressifs, mais là ouais, c'était peut-être un peu trop. Le côté futuriste justifie de s'éloigner du concept de base et nous offre une technologie et des décors intéressants. On retrouve les codes habituels des histoires de héros, des combats dynamiques avec des dialogues piquants grâce aux différents caractères des personnages qui se démarquent assez de leur équivalent du passé tout en étant fidèles. Voilà, donc aujourd'hui je voulais un peu redorer cette série injustement boudée, elle méritait plus d'amour. C'est toi qui vas finir en hareng fumé de la Baltique. On joue avec un molosse enragé, mais ça veut pas dire qu'il va te mordre à chaque fois. Laisse pas sa hargne t'intimider, ok? Avoir un animal de compagnie nouvelle génération est très tendance à Hack Metropolis. Waouh! T'as pas été longue à me renvoyer l'ascenseur, Sam? Je n'ai pas trahi Shaolin. J'ai essayé de sauver le livre, mais toute seule contre un démon, qu'est-ce que je pouvais faire? Hein? Je ne mange pas de ce pain-là. Je viens d'avaler un milkshake protéiné. Ok, d'accord. Enfin, tout ça, c'est du passé, hein. Aujourd'hui, je maîtrise totalement la situation. Petite précision, chef, ça n'est pas un gadget, c'est une merveille de technologie artisanale en alliage léger. Il doit connaître le nom et le visage de la personne qu'il veut tuer. Et il peut aussi choisir l'heure de la mort et l'attitude que prendra la victime avant de mourir. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. J'ai fait un saut chez Pizza Deli, salé gelé vu qu'il fait un froid de canard. Mais si tu veux absolument goûter une pizza islandaise, je te la rapporte en 4 secondes chrono. C'est une estimation. Je risque d'être bloqué dans les bouchons. Bonjour monsieur, connaissez-vous le plus merveilleux restaurant de Bikini Bottom, le Crabe Croustillant? Vous ignorez à qui vous parlez? Je suis le fils du gouverneur. Ah, enfin un Cartoon Network original, je commençais à m'inquiéter. En même temps, cette chaîne a été tellement prolifique qu'il y a forcément des séries qu'on oublie un peu plus que les autres. C'est, je pense, le cas du dessin animé qui nous intéresse aujourd'hui, Juniper Lee. On suit l'histoire de Juniper, alias Juni, une adolescente américaine d'origine chinoise qui vit dans la ville de la baie des Orchidées. Alors qu'elle rendait visite à sa grand-mère Jasmine, dont elle est très proche, un étrange pouvoir s'est activé en elle. Celui de voir à travers la barrière qui sépare le monde des humains du monde magique. Jasmine lui apprend que dans sa jeunesse, elle était la protectrice de la ville qui maintenait l'équilibre entre ces deux mondes, la Tichuanzi. Maintenant, c'est à Juniper d'hériter de ce titre et de faire en sorte que les monstres n'interfèrent pas du côté des hommes et vice versa. Et évidemment, on se rend compte que les vrais monstres ne sont pas toujours ceux auxquels on pense. Pour accomplir sa tâche, Juni possède des capacités physiques accrues ainsi que l'accès au savoir magique de sa grand-mère qui comprend des incantations, des objets ou des potions. En contrepartie, il lui est maintenant impossible de quitter la baie des Orchidées, ce qui interfère grandement avec sa vie sociale. En temps normal, Juni est une étudiante sérieuse, impliquée et même assez populaire à l'école. Elle pratique de nombreux sports et envisage même de devenir astronaute. Elle ne peut évidemment pas révéler la nature de sa mission à d'autres personnes. Les seules personnes au courant, au début du moins, sont sa grand-mère, un chien parlant du nom de Monroe et son petit frère Ray Ray. Ce dernier a accidentellement reçu une partie des pouvoirs de Tichuanzi quand Juni a éveillé les siens, ce qui lui permet de voir aussi à travers la barrière. Globalement, c'est une série correcte. C'est une recette qu'on a vue de nombreuses fois, l'adolescent qui doit prendre la responsabilité d'être un héros au détriment de sa vie normale. Et on l'a par exemple vu dans une série qui partage un nombre faramineux de points communs avec Juniper Lee, et vous voyez peut-être où je veux en venir. Je parle bien sûr d'American Dragon. Parce qu'on a quand même un adolescent américain d'origine chinoise qui hérite de pouvoirs leur permettant de voir des créatures magiques, devant endosser un rôle de protecteur que portaient avant eux leurs grands-parents respectifs, qui doit réussir à concilier ça avec leur vie normale, en cachant ça à leur entourage.
Ils ont tous les deux comme sidekick leur petit frère slash sœur qui possède eux aussi une partie de leur pouvoir et un chien gris qui parle. Ah, et ils font tous les deux du skateboard et ils ont tous les deux les cheveux noirs avec une mèche de couleur inhabituelle. Ils ont même les mêmes initiales. Comment c'est possible ? C'était tellement gros que j'étais persuadé pendant un temps que les deux séries étaient créées par les mêmes personnes. Alors que pas du tout. American Dragon c'est une série Disney et Juniper Lee c'est du pur Cartoon Network. Les deux séries sont sorties à quelques mois d'intervalle donc ça paraît impossible que ce soit du plagiat. Ça me rend fou. Dans mon headcanon, les deux séries se passent forcément dans le même univers. J'aurais adoré voir un crossover entre les deux. Mais non, Jake a préféré faire un crossover avec Lilo et Stitch. Soit. Et le fait que deux séries aussi similaires aient cohabité en même temps, ça fait que l'une d'elles a été plus populaire que l'autre. Et American Dragon semble être resté davantage dans les mémoires. C'est pas pour autant que Juniper Lee ne vaut pas le coup, bien au contraire. Si vous appréciez American Dragon, vous passerez sûrement un bon moment devant cette série aussi. Ça reste du Cartoon Network, c'est souvent des valeurs sûres. C'est hors de question. Tu te rappelles, la dernière fois que t'as bu une potion, t'as pas arrêté de rôter pendant 9 heures d'affilée. Tu sais, ça ne changera pas le fait que tu as beaucoup de chance. Mais merci. Je me suis servi dans leur garage. Je savais qu'on en aurait besoin pour sortir d'ici. Bon, on y va ou quoi? La connaissance, c'est le pouvoir, ma poulette. Comment tu m'as appelé? Je t'aime, maman. Kid Paddle à l'appareil. Si vous êtes vendeur d'assurance multirisque, je vous signale que ce téléphone est programmé pour vous envoyer une décharge. Grumble, formule spéciale cheveux secs, la star des shampoings, le shampoing des tsars. Des stars. On la refait là, oh! Laisse l'oubli t'emporter. Ta vie fut belle. Encore un dessin animé français bien obscur et qui pourtant mérite un peu plus de lumière. Oh non, vous l'avez compris, c'est une adaptation très libre du roman Moby Dick d'Herman Melville, ainsi que du mythe de Mu, un continent qui aurait été englouti tout comme l'Atlantide. Mélange assez osé donc, de mêler un roman relativement ancré dans la réalité au mythe d'une civilisation perdue sur fond de magie. Ça vous fait peut-être déjà penser à quelque chose, on y reviendra. On suit les aventures de Romy, un jeune garçon de la cité de Mu, qui se fait évacuer par son peuple alors que la ville se fait engloutir par les eaux. Il se fait recueillir par l'équipage du capitaine Ahab et passe 6 ans à bord sans souvenir de sa vie d'avant. Alors que le capitaine aperçoit Moby Dick et se met en chasse, Romy passe accidentellement par-dessus bord. Il se fait sauver par la baleine qui l'amène sain et sauf vers une île sur laquelle vit une tribu qui attendait la venue de Romy. En effet, quand Mu a été englouti, les habitants se sont séparés en 24 groupes qui sont partis vivre aux 4 coins de la planète. Chacun de ces groupes possède une tablette qui, une fois réunis, permettront de retrouver la cité engloutie. C'est là qu'on apprend qu'en réalité, Romy a passé des siècles endormi dans sa capsule et que c'est à lui de retrouver chaque tablette. Il sera pour cela aidé de Satya, la fille du chef de l'île qui peut entendre les pensées des animaux, de Zou, un oiseau chaman capable de se téléporter, et de Moby Dick qui est en réalité une sorte de divinité protectrice de Mu. Mais évidemment, tout cela arrive aux oreilles du capitaine Ahab qui voit dans cette histoire un moyen de s'enrichir tout en prenant sa revanche sur la baleine. Voilà, et tout ça c'est juste l'épisode 1. Comme vous le voyez, c'est étonnamment dense. C'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup dans l'animation française. On a vraiment d'excellentes séries très ambitieuses avec un vrai souci du détail. On pèse clairement dans le game de l'animation, et ce depuis un moment. Mais c'est vrai qu'en termes d'exposition, on a tendance à mettre davantage en avant les productions américaines et japonaises. Alors qu'il y a pas mal de pépites à découvrir, rappelez-vous Shaolin Wuzang. La série compte 26 épisodes, ce qui laisse deviner que chaque épisode représente une tablette à récupérer, avec un peu de place pour le final. Romy sera souvent confronté à une épreuve qui impliquera un enseignement à tirer. Ça peut être une énigme à résoudre ou un monstre à affronter, ce qui donne un côté très Odyssée à l'histoire. Du roman, on garde finalement assez peu. Seuls les personnages d'Ahab, de 2 de ses matelots et de Moby Dick sont vraiment tirés du livre. Même le narrateur du roman, Ismaël, n'a pas d'équivalent car Romy est véritablement un héros proactif, là où Ismaël est surtout là pour apporter le récit. Par contre, la série partage beaucoup de points communs avec une autre série que vous connaissez bien, Les Mystérieuses Cités d'Or. Récit ancré dans le réel avec une histoire de civilisation perdue saupoudrée de magie, check. Enfant élu d'une prophétie accompagné d'une princesse descendante de la civilisation en question et d'une mascotte oiseau, check. Une bande d'hommes fourbes qui suit les enfants dans l'espoir de s'enrichir, check. Sans compter que dans les cités d'or aussi, il est question de la cité de Mu puisque Tao est un de leurs descendants. Donc là, ça me surprendrait pas que Moby Dick et le secret de Mu se soient grandement inspirés des mystérieuses cités d'or. Et malheureusement, on sait laquelle est restée dans le cœur des gens. Ça reste néanmoins un bon dessin animé français avec un style plutôt charmant, des bonnes idées de mise en scène et un univers assez intéressant qui rappelle la mythologie grecque. Le petit imbécile, comment trouver Mu sans son aide? Sois un homme et montre-toi, Luffy au chapeau de paille. Allez, dépêche-toi, Luffy, j'ai horreur d'attendre. Ah, autant pour moi. Vous êtes cette équipe de foot qui joue contre les extraterrestres, c'est ça? Parce que je suis un oiseau chaman, le dernier de sa race, presque dieu, et que c'est un honneur de me nourrir. C'est drôle, j'ai l'impression que tu es jalouse de lui. À croire que tu m'en veux encore de m'être débarrassé de toi.
Bien sûr. D'ailleurs, je me rappelle d'un jour où ton papa avait mis un désordre incroyable dans le salon de ta grand-mère. N'oublie pas, Romy. Celui qui voit sans réfléchir n'est au fond qu'un aveugle. Je crois que la gare n'a jamais connu autant d'animation dans ses murs en un seul jour. Est-il besoin de présenter les 4 Fantastiques, l'une des équipes les plus célèbres de l'écurie Marvel? Bah oui en fait, parce que les 4 Fantastiques, on connaît tous leur nom, mais malgré leur popularité, c'est une des équipes les plus mal connues de Marvel. On a tendance à grandement sous-estimer leur force ou leur implication dans le déroulement de l'univers des comics. Né en 1961 de l'imagination de Stan Lee et Jack Kirby, Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm et Ben Grimm ont obtenu leur pouvoir en se faisant bombarder de rayons cosmiques lors d'une mission spatiale. En rentrant sur Terre, ils forment les 4 Fantastiques, plus qu'une équipe, une véritable famille qui vit ensemble dans une tour futuriste. Et vraiment, même si sur le papier leur pouvoir paye pas de mine, ils ont un potentiel quasiment infini. Reed Richards, alias Mr. Fantastic, peut réarranger la plasticité de son corps à volonté. Si vous pensiez que Luffy était inventif avec ce pouvoir, ce n'est rien à côté de ce que peut faire Reed. Non content d'être l'homme le plus intelligent de l'univers, il peut contrôler le moindre de ses organes à volonté, y compris son cerveau, ce qui lui donne une intelligence quasi infinie. À tel point qu'il a créé un conseil interdimensionnel avec ses versions d'autres univers. Il a un contrôle assez terrifiant sur les événements de Marvel. Son épouse, Susan Storm, alias la femme invisible, est tout aussi effrayante. Elle peut rendre invisible des quantités de matière astronomiques comme infinitésimales. Elle peut par exemple rendre invisible des nerfs optiques pour rendre son ennemi aveugle. Elle peut également générer des champs de force qui résistent pratiquement à tout, y compris des attaques de créatures qui peuvent remodeler la réalité, rien que ça. Ah oui, et leur fils est un des individus les plus broken du multivers. Les 2 autres membres ne sont pas en reste, puisque Johnny Storm, alias la torche humaine, est capable de détruire des astres de taille modeste avec ses flammes, et peut même atteindre la température de Planck, l'équivalent du zéro absolu pour le chaud. Et Ben Grimm, alias la chose, possède une force et une résistance stratosphérique qui lui permettent de rivaliser avec des menaces cosmiques. Ce sont également de grands explorateurs qui ont découvert des zones et des dimensions importantes du lore de Marvel. Voilà, quand on sait ça et qu'en plus leurs ennemis récurrents sont des entités cosmiques, des sorciers quasi omnipotents ou des tyrans interdimensionnels, on se doit de mettre un peu plus de respect sur eux. Sachant cela, adapter cette équipe s'avère être une tâche bien plus compliquée qu'on le penserait. Beaucoup ont essayé, mais aucune ne s'est avérée vraiment concluante. Même le dernier film en date, qui a bien plu dans l'ensemble, n'a pas fait l'unanimité. Même si personnellement j'aime bien le film de 2005, c'est une autre adaptation qui m'a fait découvrir cette équipe. Et oui, on y arrive enfin, désolé c'était un peu long, tout comme le titre de la série, les 4 Fantastiques, les plus grands héros de tous les temps. Une série américano-française, et c'est d'ailleurs la seule fois où un studio français a animé une adaptation Marvel. Les 4 membres sont semblables à leurs incarnations premières, si ce n'est un peu plus immatures. Beaucoup de personnages de Marvel font une apparition dans la série, comme Iron Man, Hulk, She-Hulk ou Ant-Man. Et rappelez-vous, on est 2 ans avant le début du MCU. On trouve aussi des personnages plus obscurs comme Annihilus ou les Skrulls, qui n'étaient pas si connus à l'époque. Et il y a bien sûr le plus grand antagoniste des 4 Fantastiques, Dr Fatalis alias Dr Doom. C'est principalement lui qui m'a marqué dans cette série parce que bordel, il pète la classe. D'une manière générale, je trouve les chara-design vraiment plaisants. Alors ça fait plus perso d'animé que de comics, mais je trouve que ça marche bien. Si vous fantaspiez sur la Susan Storm de Marvel Rivals, pour moi c'est cette incarnation qui m'a charmé. Après Jessica Alba bien sûr. Les différents arcs sont très diversifiés et n'hésitent pas à mettre en avant le côté famille bizarre du groupe. Malheureusement, la diffusion initiale aux États-Unis ne s'est pas passée comme prévu puisque seuls 7 épisodes sont sortis en 2006 sur Cartoon Network avant que la série ne soit retirée. Aucune explication officielle n'a été donnée, mais on peut supposer que le studio comptait sur la hype du film live et que les retours n'ont pas été ceux attendus. La série reviendra brièvement en 2007 juste avant la sortie du 2e film, mais n'aura jamais été diffusée ni en entier ni dans l'ordre chez les Américains. Chez nous, elle a bénéficié d'un peu plus de soins, mais cet échec outre-Atlantique a sans doute motivé Marvel à arrêter les frais après une seule saison. Un beau gâchis parce qu'avec un peu plus d'ambition et de moyens, ce dessin animé aurait pu vraiment marquer les esprits. Eh bien, elle doit être très similaire aux autres insectes, mais certainement plus grosse. Réponds à mes questions. Où sont tes complices et combien sont-ils? Je déteste avoir à me casser la voix en hurlant après des cancrelats galopants, mais j'aurais vraiment apprécié que tu viennes me prêter main forte à cette réunion. Et je te rappelle que Soichiro est ce type qui a utilisé pendant son combat le bento que tu avais préparé. Laisse tomber ce garçon, tu m'entends? Ah, vous avez vu ça? Boum! Oh, c'était vraiment trop cool. Désolé, tu disais, Reed? Eh ben, les Snow Kids. Moi, je trouve que ça sonne bien. Vous prenez à Kilian, la neige, la glisse, vous mélangez le tout, et ça donne les Snow Kids. Ok, ma grande. Je voudrais surtout pas avoir à te faire de mal, mais en même temps, je crois que j'ai pas le choix. Dans cette prison à ciel ouvert, au milieu du parfum des glycines, j'ai dévoré environ 50 enfants.
On a pas mal parlé de Cartoon Network, mais moi la deuxième grosse chaîne du câble que je regardais tout le temps c'était Jetix, une chaîne du groupe Disney qui est ensuite devenue Disney XD. Il y avait vraiment une rivalité entre les deux mastodontes et il y avait vraiment de quoi faire en naviguant entre les deux. On a déjà parlé de quelques dessins animés qui sont passés sur Jetix et on va continuer, mesdames et messieurs, Yin Yang Yo. C'est l'histoire de deux lapins frères et sœurs, Yin et Yang, apprentis du panda Maître Yo, qui leur enseignent le Wu-Fu, un art martial mêlant combat et magie. Durant leur entraînement, ils vont être confrontés à différents ennemis cherchant à conquérir le monde. On a deux protagonistes jumeaux, alors quelle va être leur dynamique? Synchronisée ou dysfonctionnelle? Plutôt dysfonctionnelle. Yin est la plus mature des deux et elle se spécialise dans l'aspect mystique du Wu-Fu. Yang est la tête brûlée et se spécialise au contraire dans le côté martial. Même s'ils sont différents sur bien des plans, ils partagent des défauts comme leur fort caractère. Ça ne les empêche pas d'être complémentaires en combat, ce qui en fait un duo redoutable. C'est une évidence dans leur volonté de représenter le Yin-Yang. Maître Yo, lui, est plutôt grincheux et paresseux, ce qui n'enlève rien à son talent. Il a une vraie maîtrise du Wu-Fu et parvient à tirer le potentiel de ses élèves. Il a même sauvé le monde dans sa jeunesse. Ils seront régulièrement opposés à de nombreux adversaires loufoques plus ou moins dangereux. Visuellement, on est sur de l'animation flash, simple mais efficace. Les personnages sont très géométriques mais très créatifs et les mouvements sont parfaitement fluides. Le tout fait que le style a bien mieux vieilli que d'autres séries plus récentes. À cause du style graphique, on pourrait croire que la série est purement humoristique et épisodique. C'est majoritairement vrai, mais il y a tout de même des trames narratives sur les deux saisons. Dans la première, ils doivent empêcher les plans du Maître de la Nuit, un sorcier extrêmement puissant et fourbe que Maître Yo avait réussi à vaincre dans sa jeunesse. Un antagoniste qui fait beaucoup penser à Haku de Samurai Jack, autant visuellement que dans le caractère. Il a un côté comique, mais n'en reste pas moins expérimenté et très dangereux. Dans la seconde saison, il y a 3 arcs narratifs distincts qui tournent autour de nouveaux ennemis qui cherchent à devenir les nouveaux Maîtres de la Nuit. Yin et Yang évoluent également au fil de la série, débloquant de nouvelles compétences au cours de leur entraînement. La série a plutôt bien marché en Europe et en Amérique latine, mais assez modérément en Amérique du Nord. Ce qui a causé son arrêt au bout de 2 saisons, alors qu'une 3e était visiblement prévue. Yin Yang Yo restera donc un entre-deux, pas totalement un flop, mais pas non plus une série culte. Évidemment que j'ai 16 ans. Oh là là, c'est vrai que je mens souvent. Et je m'y prends très mal. Depuis que je lui ai dit que tu comptais devenir ranger, il est intenable. Mais encore faut-il qu'il ait réussi les tests. Oui, parfaitement. Et cessez de dire fille comme si c'était un gros mot. Ma sœur est une fille et elle n'est pas si bête que ça. Ce qui est important, c'est de se brosser les dents après avoir mangé des choses sucrées, sinon on risque d'avoir des caries. Qu'est-ce que je veux faire sans Lucille si elle est fâchée avec Mathias? Oh, mais je pense à quelque chose. Vous êtes prêts à suivre le 2e meilleur cours qu'on peut trouver pour 4,08 €? Objectivement, c'est toi le gros, Moria, pas moi. Je crois que j'ai une idée. Si nous jetions un œil dans l'avenir... Mais moi, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! On va terminer avec un gros morceau puisque c'est la série la plus prolifique de la liste. Elle a commencé en 2007 et continue encore aujourd'hui pour un total de 6 saisons, 2 séries dérivées et 324 épisodes en tout. De son nom original Total Drama, la série Défi Extrême est une parodie de jeux télé-réalité, notamment Koh-Lanta ou plutôt Survivor, sa version nord-américaine. Chaque saison accueille un groupe de candidats qui peuvent revenir d'une saison à l'autre. Comme dans l'émission de base, ils sont répartis en équipes et vont devoir remporter des épreuves de confort et d'immunité. Dans presque chaque épisode, l'équipe perdante se retrouvera au classique feu de camp pour éliminer un de leurs camarades qui devra se diriger vers le quai de la honte pour embarquer dans le bateau des losers. Et ainsi de suite jusqu'à la finale où, petite particularité, le gagnant changeait en fonction du pays de diffusion, ce qui est assez cool. Le support de l'animation permet d'exagérer à fond tous les clichés de ce type d'émission. Tous les personnages sont des stéréotypes éhontés et c'est justement ce qui va rendre les dynamiques intéressantes entre les alliances, les dramas, les amourettes et les trahisons. Évidemment, il y a énormément de candidats au fil des saisons, donc je vais pas tous les présenter. On va faire un petit tour d'horizon de mes préférés. On a Harold, le nerd maigrichon qui semble n'avoir rien à faire ici, Tania, la bimbo écervelée, Brigitte, la belle surfeuse, DJ, le grand costaud sympa ami des animaux, Hugo, le punk difficile à cerner, Marilou, la garce de service, et Joël, sans doute la meilleure gothique de toute l'histoire des dessins animés. Et bien sûr, il faut parler du personnage principal, le seul, l'unique Louis Mercier, présentateur de l'émission. Arrogant, narcissique, sadique, mais toujours avec le sourire, l'animateur phare du show prend plaisir à élaborer des épreuves diabolique et alimenter les tensions. Sa seule préoccupation est l'audience de l'émission et il est prêt à toutes les bassesses pour l'augmenter. Avec sa répartie à toute épreuve, c'est particulièrement délicieux de le voir interagir avec les candidats. Hugo, ça va? Moi je déteste les surprises. Oui, c'est ce qu'on m'a dit à ton centre éducatif pour jeunes. D'ailleurs, le directeur m'a dit de lui téléphoner si jamais tu posais un problème, mais ça m'étonnerait. Je trouve cette série ultra créative dans sa volonté de parodier les émissions de survie. On a le confessionnal dans lequel les candidats se lâchent particulièrement, les équipes qui se dissolvent à la moitié de l'aventure, et même un que sont-ils devenus à la fin de la saison. C'est une série plutôt destinée aux adolescents, il y a pas mal de sous-entendus tendancieux, des effusions de fluides corporels, des blessures, etc.
Ça donne un résultat à la fois médusant et fascinant. Les saisons d'après tenteront de nouveaux contextes, avec un jeu télévisé sur le thème du cinéma, une autre où les candidats voyagent à travers le monde, et une qui parodie Pékin Express. En tout cas, rien que pour le concept, ça mérite qu'on y jette un œil. L'angle de la parodie met en évidence les dérives des vrais jeux télé, le sensationnalisme, la course à l'audience, le manque de sécurité et la manipulation. Elle est à la fois très populaire, avec un gros fandom et des mèmes, ce qui lui garantit sa longévité, et en même temps, je trouve qu'on en parle assez peu en France. Donc si vous voulez vous y essayer, allez-y, elle est facilement accessible. Salut à vous, nous sommes actuellement en direct du camp Wawanakwa. Ne cherchez pas sur une carte, c'est dans un coin perdu de l'Ontario. Va savoir, quand on a déjà trahi les siens une fois, on connaît bien souvent une fin tragique. Ne te fais pas trop d'illusions. Qu'est-ce que tu as dit? Ramène-toi par là, le joufflu. Je crois que je n'ai pas bien entendu. Tous les lieux ne se valent pas, Yamato. Je tiens particulièrement à cet endroit, justement parce que c'est le pays de Wano. Ok, je vais y aller. Y a pas de problème. Faut juste faire un plongeon de la mort dans un lac infesté de requins. On s'attendait à une année scolaire normale. Et finalement, on se retrouve à vivre une véritable catastrophe. Sagittario, allez, vas-y! Coup spécial, les griffes en feu de Sagittario! Si je comprends bien, l'émission sera tournée dans ce camp de vacances et pas dans un hôtel 5 étoiles. Dragon! L'âme des ténèbres! Dévore-le dans son diable des crocs du vent! Bien, je propose Misai au beurre noir. Ou Monsieur Muscle, là. C'est notre jour de chance! Pikachu, capture-le! Est-ce qu'un jour tu vas te décider à m'obéir? Ok. Ce jeu craint. Tes beignets, c'est de la bouillie pour engraisser les porcs. T'as vu? Et voilà, c'était 10 nouveaux dessins animés qui sont moyennement connus d'après moi. Rappelez-vous que c'est subjectif, il y a probablement des giganerds parmi vous qui les connaissez tous, bravo à vous, vous avez une culture colossale. Comme d'hab, je vous laisse me donner d'autres exemples en commentaire, j'en parlerai peut-être dans un futur épisode. Pensez à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu, et d'ici là, à la prochaine tout le monde.